Bonjour à tous et bienvenue. Un peu moins de 48 heures de la fin du mercato hivernal, je voulais faire un topo, non pas sur les transactions en cours, mais plutôt sur les mécanismes et les stratégies utilisées par les divers acteurs du monde footballistique. Alors on va tout de suite commencer par les clubs, parce que comme vous allez le voir, selon les équipes, c'est très différent. Je classe ça en 4 groupes. Le premier, c'est les clubs qui travaillent en amont, c'est-à-dire qui n'attendent pas la fin du mercato pour bosser et qui surtout ont déjà quasiment tout fait et ont un plan clair pour dans 6 mois, dans 12 mois et dans 18 mois selon les jeunes, etc. C'est-à-dire que pour ces clubs-là, le mercato d'hivernal, c'est un mercato d'appoint et si tu as une opportunité immanquable, eh ben tant mieux, mais en théorie, tu vas même pas t'en servir parce que tu as déjà tout fait et dans les derniers jours du mercato, tu n'as rien à préparer. Donc ça, c'est les clubs qui travaillent vraiment bien. Ensuite, tu as les autres clubs qui travaillent bien en effet et qui voulaient par exemple ajouter un joueur lors du mercato hivernal. Problème, parfois, c'est un peu compliqué la transaction, le club demande trop d'argent, les agents sont compliqués, il y a trop d'intermédiaires, etc. Donc ils vont attendre justement les 48 dernières heures, mais c'est pas forcément de leur volonté, c'est parce que justement les faits ont contribué à cela. Pareil, admettons, prenez les Rangers. Là, hier, ils ont gagné 2-0 contre Ross County en championnat. Et Jermaine Defoe s'est blessé. Donc on ne sait pas la gravité, c'est au mollet. Les Rangers, ils jouent avec un attaquant de pointe. Donc c'est soit le Colombien Alfredo Morelos, qui revient d'ailleurs de 3 matchs de suspension et d'une petite blessure musculaire, et Jermaine Defoe. Or, Steven Gerrard l'a dit, si Jermaine Defoe, la blessure, elle dépasse 2-3 semaines, et bien là, forcément, tu vas essayer de récupérer une solution en prêt ou autre. Donc, les 48 dernières heures du mercato, tu n'avais pas prévu de recruter, mais une blessure va peut-être chambouler tes plans, et donc, tu vas essayer de faire une opportunité de dernière minute. Ça veut pas dire que tu as mal bossé, ça veut dire que les circonstances t'obligent à faire ça. Donc, tu te mets sur le mercato, ce que tu n'avais pas prévu. Donc ça, c'est le deuxième type de club. Ensuite, vous avez le troisième, c'est ceux qui vont jouer sur le temps en pensant justement que s'ils attendent et ils attendent, ça va leur être favorable. On va prendre l'exemple du Paris Saint-Germain et Leonardo. Il espère que l'Atlético Madrid mette plus d'argent pour Edinson Cavani. Et c'est une stratégie réfléchie parce qu'on voyait bien que l'Atlético avait des problèmes justement pour marquer des buts. Encore ce nul face à Leganés le confirme. D'un air de dire on va attendre, on va jouer la montre parce que le joueur en effet veut jouer, veut partir et l'Atlético le veut absolument. Donc plus j'attends, potentiellement plus l'Atlético va accepter à mes conditions. Mais ça peut être aussi l'inverse et cette stratégie, elle peut se retrouver caduque. Donc après, ça dépend, c'est des jeux de négociation. Ils avaient déjà fait ça cet été. Et il y a pas mal de clubs qui font ça en disant on va attendre, parce que si l'autre équipe veut vraiment le joueur, ils vont mettre l'argent. Même si parfois, oui, il y a d'autres clubs ont d'autres pistes, et donc ça peut se révéler à l'eau. Donc ça, c'est en jouant selon le temps, c'est pour ça que des fois, tu attends les 48 dernières heures pour t'activer. Ensuite, tu as le dernier cas de club, c'est-à-dire celui qui mise tout sur les dernières journées, type l'Olympiakos ou Nottingham Forest, dirigé par le propriétaire Marinakis. Alors ça, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que tu as beaucoup d'incompétents dans les clubs, t'en as qui ne foutent absolument rien, c'est assez délirant. En France d'ailleurs, on voit il y a pas mal de clubs qui attendent souvent les derniers jours, en Angleterre c'est pareil. Alors on va être honnête, la plupart du temps, c'est pour réaliser des opérations financières, non pas pour le club, mais à titre personnel. C'est-à-dire, je vais donner un exemple très clair. Newcastle ou West Ham, ça marche très bien. Vous avez remarqué que ces clubs-là, depuis des années, ils attendent les derniers jours du mercato et ils vont te faire des transferts. Tu te dis, mais attends, what the fuck? Rappelez-vous la vague française, un moment donné à West Ham avec des joueurs, à Newcastle, excusez-moi, où tu te posais des questions. Et en fait, c'est simple. C'est que, admettons, les pistes ne sont pas passées, etc. Tu es dans l'urgence parce que tu as besoin de recruter, l'équipe ne va pas, les fans, la pression, le propriétaire qui ne sait pas trop quoi faire. Et donc là, tu es le directeur sportif, le directeur général, tu dis, hey, j'ai la solution. Et vu que c'est la panique, des fois tu vas prendre un joueur sans que ça soit vraiment consulté parce que tu dis ouais c'est ça ou rien. Et c'est à partir de là où tu vas enchaîner la machine, mettre le fameux mandat club que je vous disais qui permet de récupérer entre 5 et 10% du transfert total que tu dois payer en plus à un agent. Et souvent tu mets l'agent de la maison pour partager avec lui. Donc tout le monde croque. Et après, tu as aussi des clubs, comme je vous dis, complètement incompétents, c'est-à-dire que chaque année, ils disent non, mais on a le temps, et puis il se faut prendre de cours. Tu as aussi des clubs qui, bon, faut pas trop travailler, tu vois, c'est Amiens, c'est ce que je vous avais dit. Amiens, encore une fois l'exemple, Amiens attend les derniers jours pour finaliser tous les transferts. Là, ils veulent faire plusieurs départs, soit Gnaoré, Guirassy, etc. Et en même temps aussi, parce que tu as les autres clubs qui savent la situation financière de certains, le désir de vente de certains. Donc ils disent attends, on va attendre, parce que justement, c'est ce que je vous ai dans la solution 3, ils vont un peu brader le joueur. Et au milieu de tout ça, vous allez me dire le joueur justement, parce que le joueur qui souhaite partir, est-ce qu'il influe vraiment sur le mercato? Vous allez voir qu'il influe en fait pour accentuer la panique, parce que je me mets à la place du joueur, je sais que je ne joue plus actuellement, donc je veux me barrer. Et je vois les jours défiler. Donc j'appelle mon agent tout le temps, parce qu'il faut imaginer que c'est un état de stress et que le mercato ça se fait vraiment au téléphone, par WhatsApp ou par Telegram, hein, vraiment.
Telegram, donc c'est pas à l'ancienne, hein, c'est l'application pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça se fait comme ça, et le joueur à un moment donné, bah, il est contacté, parce que là c'est typiquement la meilleure manière de changer d'agent. C'est à ce moment-là où tu as plusieurs joueurs qui vont quitter leur agent. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à paniquer, ils disent attends mais je vais rester, je vais encore faire 6 mois sur le banc, ça va pas. Le mec soit admettons il voulait un meilleur contrat aussi ou un meilleur club parce que justement il se sentait bon et il disait qu'il y avait des intérêts, il voit que ça bouge pas. Et ben c'est à ce moment-là où tu as plein d'agents, des intermédiaires, aussi des mythomanes, qui vont contacter les joueurs en disant hey, mais regarde ton agent il bloque. Ce que je vous avais expliqué dans une vidéo, tenir son joueur. Tenir son joueur, c'est clé. Et tenir son joueur face à quoi? Face à plein d'intermédiaires qui vont regarder ton entourage, qui vont donner un billet au beau-père. Ça me fait penser au cas d'un international français qui est latéral gauche, qui vont s'occuper, je sais pas, de l'oncle, du père, du frère. Et ils vont leur laver le cerveau, laver le cerveau. Et là, c'est à ce moment-là, quand le joueur est panique, qui va commencer à signer des mandats et se barrer avec d'autres agents. Et ça fait quoi? Ça fait que sur les dossiers, tu as 50 000 mecs, et c'est aussi pour ça que certains transferts ne se font pas. Et c'est aussi pour ça que certains agents ensuite disent attends, les joueurs, c'est des salopes, la plupart du temps on entend ça, donc si je peux les niquer, excusez-moi l'expression, je les nique. Pourquoi j'utilise des mots comme ça? Parce que c'est le jargon footballistique, hein. C'est pas moi, c'est le champ lexical footballistique. C'est d'un côté on te dit ouais mais les joueurs c'est des putes, l'autre côté les joueurs te disent ouais mais les agents c'est des salopes. Donc c'est pour ça que c'est même pas la jungle, parce que dans la jungle, c'est la loi du plus fort. Dans le foot, il n'y a même pas de loi du plus fort. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle. Comme je dis, c'est la zone de non-droit. Et là, les joueurs, bah, des fois, ils paniquent et hop, ils arrivent. Admettons, il y a un type qui te dit moi, je t'emmène en Turquie. Alors que c'est pas du tout lui qui a l'offre. Hein. C'est parce qu'il connaît un mec, qui connaît un mec, qui connaît le mec qui contrôle plus ou moins le club parce qu'il dîne avec le directeur sportif et qui font des deals ensemble. Donc tu te retrouves avec 5-6 mecs. Et après, des fois, tu vois des transferts en Turquie qui arrivent au dernier moment. En Angleterre, dans les clubs un peu mafieux. Et tu te dis waouh. Et donc l'agent a perdu son joueur. Ensuite l'agent prochain mercato il dit attends là je retiens donc si je peux faire une escroquerie je vais voir le court terme et je vais essayer de bien manger. Donc c'est pour ça que c'est autant la jungle. Parce que le joueur souvent il panique parce que et on imagine aussi là sa carrière. C'est 10 ans de carrière à peu près à un niveau professionnel. Donc tu n'as pas de temps à perdre quelque part. Alors après t'en as d'autres. Ils sont contents. Type Mapouille en Gambiwa, Julian Draxler ou Choupo-Moting et tant d'autres. Hein. C'est-à-dire que eux ils préfèrent rester dans leur club. Ils prennent leur salaire, ils en ont rien à cirer. Marseille aussi avait des mecs comme ça. Ils prenaient leur salaire tranquille. Ils s'en foutent complètement. Mais t'en as d'autres qui veulent vraiment jouer. Donc ça accentue l'effet de panique. Donc à partir de là. Vous avez aussi pour les agents, c'est une possibilité pour récupérer des joueurs, surtout quand tu contrôles un petit peu un club. Tu prends l'exemple d'Ahmed Boulout. Ahmed Boulout, c'est le numéro 1 en Turquie quasiment. Le mec, il a fait des deals de partout. Enfin, j'en avais déjà parlé dans une vidéo autour de Mendes, que justement aujourd'hui, ils sont un peu séparés. Donc il suffit de voir tous les deals des joueurs portugais qui sont venus à l'époque en Turquie. C'était complètement délirant, et c'était de la patte d'Ahmed Boulout qui contrôle plusieurs clubs. Et donc le mec, bah... il est tellement fort dans les clubs qu'aujourd'hui, il est capable d'aller voir n'importe quel agent de dire hey, 50-50 mon ami. Et tac tac. Donc c'est comme ça aussi qu'on récupère pas mal de joueurs. Et c'est là où les agents clubs, parce que je vous parle souvent, sont très forts parce que eux sont capables de te ramener l'offre en 48 heures. Parce qu'ils connaissent directement les directeurs et qu'il va falloir aller vite. Et quand il faut aller vite, eh ben, on se précipite. On a tendance aussi à faire confiance à des mecs qu'on connaît déjà. Et c'est pour ça que vous voyez tous les gros agents dits de clubs, donc type Willy Mackay sur West Ham, à l'époque Cardiff, maintenant c'est pas le cas, il va bosser. Rudy Rabat, qui est plus ou moins le mec qui contrôle la Newcastle, il va bosser. Zahavi à l'époque à Fulham, rappelez-vous le deal de Zambo, hein, t'es à Maquet, t'as plein de monde. Donc voilà, selon les clubs dans lesquels t'es très très fort. Donc Ahmed Boulout sur la Turquie, Moji Bayat sur la Belgique ou à Nantes. Donc ça c'est vraiment, il y en a d'autres après, sur Angers aussi, t'as les agents de la maison, sur plein d'autres clubs. Donc c'est pour ça, l'agent club va récupérer. Sauf que, vous allez me dire, souvent il y a un peu de panique, les résultats vont pas bien, les fans, la pression. Donc les derniers jours du mercato, tu as tendance à faire exploser ton porte-monnaie. Et c'est là où arrive le dernier élément très important, les banques et les fonds d'investissement qui vont te prêter de l'argent. Cet été, l'Atlético Madrid et le Barça ont dû faire appel à 23 Capital, qui est une société londonienne, on va dire, qui prête de l'argent ici et là à des entités sportives, notamment footballistiques, pour générer des opérations, pour finaliser des opérations très 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 coûteuses qui dépassent notamment 100 millions d'euros. Et ça, on en voit de plus en plus, et même dans la fin de mercato, des fois il y a des manques de liquidité, et tu te dis merde, je vais descendre, parce qu'il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Tu prends par exemple, en France, on le voit pas trop, même si ça peut arriver. Mais dans d'autres championnats, tu sais que tu vas potentiellement descendre, perdre les droits TV, et que ça peut être un crash industriel terrible. Donc tu vas avoir à faire recours à ça et aligner les prêts. C'est ce que Sheffield Wednesday a fait un moment, plein d'autres équipes comme ça, notamment en Angleterre. Et donc tu as l'apparition de plus en plus fréquente des fonds d'investissement et des banques privées qui vont aligner des prêts à taux très importants à des clubs pour justement qu'ils puissent dépenser dans les derniers jours. Parce que forcément, quand tu as attendu les derniers jours, eh ben, tu as tendance à te faire allumer sur les prix, que ce soit les commissions d'agents, les salaires, etc. Parce que vu que tu es dans la précipitation et que tu dois terminer le dossier, quelque part, comme je vous dis, c'est l'exemple du numéro 3 dans le club. L'agent le sait, le joueur le sait, les intermédiaires le savent, les deux clubs aussi. Donc il y aura toujours un mec, excusez-moi à la fin de l'histoire, qui va se faire enfiler.
Donc voilà, c'est pour ça, je vous dis, c'est le grand cirque, mais on note deux grandes tendances. La première, c'est les clubs qui ont bien bossé et qui sont restés sur leur piste et qui ne vont pas surenchérir, qui vont rester droit dans leurs bottes. Et tu as les autres, ceux qui font n'importe quoi, mais des fois on se dit ah c'est n'importe quoi et tout. Mais c'est pas que n'importe quoi, c'est parce que souvent il y a un intérêt financier. Au hasard par exemple à Bordeaux, où la situation est catastrophique comme Monaco. Regardez Monaco, chaque année on attend les dernières minutes, les derniers jours pour faire des recrues. Et à quoi ça sert de faire Tchouaméni et Fofana qui ont le putain de même profil pour 35 millions d'euros? Quelqu'un comprend ce qui se passe dans ce club? Il y a plus de 70 joueurs sous contrat. Le cercle de Bruges est dernier, ils ont nommé un entraîneur qui fait agent. Oh! Mais ça, c'est l'exemple type d'un club qui bosse très mal. Qui est peut-être le pire club en France aujourd'hui. Bordeaux, c'est pas que ça bosse mal. C'est que les mecs, ils s'en mettent plein les poches. C'est-à-dire, Rémi Houdin, il doit arriver en prêt. Bah attends, on va transformer ça en transfert. On va lui mettre un salaire de pacha. Pourquoi? Parce que plus tu mets de salaire d'année de contrat et de transfert, plus la commission elle est grande. Pas pour l'agent du joueur en question, mais pour que tout le monde puisse bien manger, tu sais, parce que la soupe est bonne. Et le mercato d'hiver, c'est aussi pour ça, notamment dans les derniers jours. Vous allez voir des transferts dits spectaculaires. Mais alors ça fait parler dans la presse, mais c'est surtout parce qu'il y a des mecs derrière qui mettent un gros billet. Donc faut pas l'oublier, les 48 dernières heures du mercato, c'est les 48 dernières heures souvent des escroqueries. Parce qu'on profite de la panique, et comment on profite? Allez, voilà, comme dirait mon t-shirt, voilà, on joue au Monopoly. Bon, en tout cas, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Désolé, pas de montage encore, parce que comme je vous dis, je suis en écriture de mon prochain bouquin, donc faut que ça travaille. En tout cas, je vous souhaite une heureuse fin de mois de janvier, et on se dit à bientôt. Ciao!